On attend encore quelques minutes pour qu'on ait la majorité des gens et on va comme ça. Maë et Didier sont en visio. Je propose de commencer, oui. Écoutez, Médiaction, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je remplace Fabien Trottet, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui s'en excuse. Je suis manager scientifique, je suis manager des programmes scientifiques au sein du CNRT depuis quelques mois. J'ai eu l'opportunité de travailler avec l'équipe projet, l'équipe de Catherine sur la toute fin du projet Bullet Noir, donc qui est un projet qui a l'intérêt sur une approche sciences humaines de toucher les sujets environnementaux et bien sûr sociétaux. Il y a d'ores et déjà des idées un peu de poursuite ou des perspectives, notamment dans un autre projet du CNRT qui est le GED, le guide des eaux douces, qui va se baser sur certains des résultats du projet. Et je laisse la parole à Catherine et l'équipe de présenter. Merci. Merci beaucoup, Médéric. Merci à tous d'être présents ici dans la salle et puis en ligne. Ça fait plein de personnes d'institutions différentes. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui. On est l'équipe au complet là. Il y a donc Marc Despinois qui est dans la salle, Pierre-Yves Lemeur. On a Didier Richard, Inrae et puis Maë Otuno qui sont en ligne. Et Séverine Boire, je n'ai pas vu qu'elle était en ligne, mais peut-être que tu s'est connectée. Elle devait. Est-ce que le lien lui a été envoyé d'ailleurs? Est-ce que Laurence a mis Séverine Boire dans la liste? On va voir. Je l'envoie. Ouais, je veux dire, merci. Donc, du coup, voilà, c'est chouette d'être tous ensemble pour ce projet. C'est un projet qui était assez court, qui s'est déroulé sur à peine 18 mois et qui avait émergé deux projets précédents, je dirais. Donc là, la présentation, on l'a intitulée « Les mulets noirs de Nouvelle-Calédonie et leur lien aux humains et à leur équilibre ». Et on a voulu cette présentation vraiment comme un atelier de restitution débat des principaux résultats que vous avez dans le rapport physique et PDF. Le titre du projet, c'est « Pour une gestion intégrée et inclusive du milieu horripicole en Nouvelle-Calédonie, une étude des connaissances, des représentations, des valeurs et des usages associés aux mulets noirs sur la côte est de la Grande Terre ». Donc, alors attends, je retrouve le PowerPoint. Pardon. Ouais. Donc, ouais, merci. Donc pourquoi ce projet sur les mulets noirs? Donc c'est un projet qui a émané en particulier suite au projet Gestion du passif et IMILA qui avait été conduit il y a quelques années sur Thio, qui visait à comprendre les transformations, l'hypersédimentation, l'engravement des rivières et les impacts que ça avait eu sur les populations. Et dans ce projet-là, il y avait énormément de personnes de différentes disciplines. Et du côté des sciences humaines et sociales, dans les enquêtes qu'on a menées, le mulet noir a émergé comme étant une espèce que les gens avaient beaucoup suivie. Ils en ont parlé comme les impacts de l'hypersédimentation, c'est qu'on a eu les mulets noirs qui ont disparu à tel endroit, mais on les a revus à tel autre. Donc voilà, on avait des petites bribes d'éléments qui montraient que ces espèces étaient importantes pour les gens, puisqu'ils avaient observé les transformations. Ok. C'est vrai, carrément. Ils avaient observé les transformations d'eux-mêmes sans qu'il y ait un projet, une étude qui fasse ce suivi. Et puis, dans d'autres zones de la région où on travaillait par ailleurs, on avait aussi vu émerger les mulets noirs comme des espèces à forte valeur coutumière. Et donc, à partir du moment où c'est une valeur forte qui est donnée à ces espèces-là, eh bien, en général, les gens ont observé les déplacements, les disparitions, les mouvements. Bonjour Séverine. On a commencé, le lien ne t'avait pas été envoyé, excuse-moi. J'ai juste présenté l'origine du projet pour le moment. C'est bon, merci. Bonjour à tous. Et donc, pour ce projet, on a réuni plusieurs personnes de géographie et d'anthropologie pour enquête et travail de spatialisation de ce qu'on pouvait spatialiser. Et Didier Richard, qui était avec nous aussi dans le précédent projet,
pour ses compétences en hydro, sa connaissance de la Calédonie, des rivières. On est allé travailler sur les trous d'eau ensemble aussi dans la zone de Thio. Et donc, quand le projet a été proposé par le CNRT, on a proposé de retravailler un peu plus en profondeur sur Thio, il fallait qu'on aille rechercher dans nos entretiens ce qui avait vraiment été dit sur les mulets noirs, parce que quand on fait des enquêtes, on a des heures et des heures d'entretien et on se sert que d'une partie par rapport au sujet du projet en question. Et donc, pour le mulet noir, c'était un peu caché. Donc, on a été faire un peu de l'archéologie des entretiens qu'on avait menés à ce moment-là. Et on a mené des enquêtes sur, d'une part, la zone de Yengen, qui avait été déjà préidentifiée, et la zone de Poneriwen, qui n'avait pas été préidentifiée au début du projet. Et c'est lors d'un échange pour un autre projet dans le Nord avec des collègues de la province Nord. Séverine et moi, nous étions en train de présenter un autre projet sur les pêches et ils sont venus nous dire, mais le projet sur les mulets noirs, est-ce que vous ne pourriez pas le faire sur Poneriwen parce que la tribu de Saint-Yves, il y a eu des demandes particulières autour des mulets, donc on n'avait pas encore commencé. Et donc Maë Ontuno, qui nous a contactés au même moment, est venue faire un stage de master avec nous et a fait énormément d'enquêtes sur Poneriwen. Donc on est content parce que ça fait que le projet il a pris de l'ampleur grâce aux opportunités et aux demandes des collectivités publiques et aux disponibilités côté recherche. Donc voilà, ça c'est un peu les raisons qui ont fait émerger ce projet. Et donc le pourquoi du projet, donc c'était dans le titre aussi, c'est que puisque ces espèces étaient suivies et qu'elles semblaient sensibles à la qualité de l'eau, ben, essayons d'aller voir ce qu'en savent les différents scientifiques, écologues, biologistes, hydrologues, et allons voir ensuite sur le terrain ce que connaissent les gens, ce qu'ils ont pu observer. Donc, on a mené ces travaux-là, comme je viens de le dire, sur Poneriwen, Yengen, Thio, et on a travaillé en amont avec plusieurs d'entre vous, 6 experts scientifiques, on les a appelés comme ça sur la diapo, qui avaient chacun leurs compétences et leurs connaissances des espèces sur lesquelles on travaillait, et qui au final, on s'est rendu compte après ces enquêtes-là et avoir lu un certain nombre de papiers, que les connaissances sur les mulets noirs étaient assez faibles du côté de la science. Donc, ça nous a permis de construire notre méthode d'enquête sur le terrain, et on a rencontré une cinquantaine de personnes durant cette année du projet, et ça s'ajoute aux entretiens qu'on avait menés sur Thio auparavant, en 2016, entre 2016 et 2020. Donc c'est un peu tout ça qu'on a essayé de synthétiser dans le rapport que vous avez sous la main. Donc là, pardon, je n'ai pas fait tourner les diapos. Donc on a des tribus qui ont été un peu plus enquêtées que d'autres parce qu'elles avaient un lien particulier avec les espèces, avec la pêche, ça pouvait avoir une valeur coutumière plus forte pour elles. Où il y avait des différents projets, là, par exemple, autour de Saint-Yves, autour de la mise en protection d'une zone. Et donc, on est allé, comme on a l'habitude de faire, on identifie un certain nombre d'acteurs clés, et puis par effet boule de neige, on rencontre d'autres acteurs un peu clés pour essayer d'avoir la diversité des connaissances que les gens ont sur ces animaux dans la zone. Donc là, c'est le déroulé des enquêtes. Donc, comme je disais, il y a une analyse de la littérature et la construction des guides d'entretien, les entretiens avec les experts scientifiques, qui nous a permis de réajuster nos guides d'entretien en fonction de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas, et comment orienter pour mieux comprendre ce que les gens avaient pu observer. Tous les entretiens avec les habitants sur les zones dont je vous ai parlé. Ensuite, on a analysé ces entretiens, on est revenu encore faire quelques entretiens. On a rédigé le rapport de synthèse et on a fait des restitutions débats dans les 3 communes. Donc ça, c'était décembre. Je ne sais plus, c'était février, je crois. Oui, c'est en début d'année. Ouais. Donc décembre sur la côte Est et puis Thio un petit peu plus tard. Et donc ça nous a permis, grâce à toutes ces restitutions, de produire ce rapport final. Il y a peut-être un élément que je voulais ajouter sur la question de ce qu'a dit Catherine tout à l'heure sur le fait que les savoirs scientifiques sur les mulets noirs étaient relativement limités. Puis dans la littérature internationale, il y a très peu de choses aussi. Il y a aussi un point qui nous est apparu assez frappant, c'est que les sources, ce n'est pas simplement les articles scientifiques, c'est aussi des études qui ont été réalisées, en particulier dans le cadre de l'exploitation minière
Et là, il y a eu un problème d'accès à ces sources. Il y a certainement plein d'études qui ont été faites, plein, ou en tout cas, il y a des études. Et c'est là où on n'y a pas accédé, en fait, parce qu'il y a une grosse capacité de rétention du côté des entreprises minières par rapport aux études environnementales. Donc là, il y a un creux, un manque, en tout cas. Alors peut-être qu'il n'y a pas tant que ça de choses, mais en tout cas, on n'a pas eu accès, en fait. J'allais dire une fois de plus, c'est pas nouveau dans le cadre des projets CNRP, mais ça a été une difficulté et ça a été un point très, très net. Merci. Les collègues en ligne, Séverine et Didier et Maïs, si vous voulez prendre la parole aussi pour compléter, comme toi, Marc, n'hésitez pas. Donc là, ce qu'on en retient, c'est dans le rapport. Donc là, j'ai juste remis des copies d'écran des grandes parties qu'on a dans le rapport. Donc, vous avez une partie qui est vraiment sur la diversité des savoirs sur les mulets noirs et des pratiques que les gens ont, pêche, etc., par rapport à eux. Donc, on a une section sur les savoirs écologiques et biologiques sur les espèces et leurs habitats, croisée avec les connaissances qu'on a obtenues aussi avec la littérature et les experts scientifiques. On a une partie sur les facteurs de disparition ou de diminution d'une ou des espèces de mulets noirs. Et donc ça, c'est pas mal appuyé par les entretiens des personnes. Une partie sur les diverses pratiques de pêche des mulets noirs et comment elles ont évolué. Et à propos de Saint-Yves, comme il y avait une demande de mise en réserve, on a creusé un petit peu le sujet autour de cette mise en réserve et de la valeur qui était donnée aux mulets noirs pour aussi justifier cette mise en réserve. La quatrième partie, on a vraiment mis l'accent sur la valeur coutumière accordée à ces mulets et puis qui a un peu varié en fonction du fait qu'ils étaient là, qu'ils n'étaient plus là, mais qui était quand même toujours présente dans les esprits. Donc on a essayé d'écrire dans chacune des communes et des tribus ce qu'il en était. Et pour vous donner envie, pour ceux qui n'ont pas lu le rapport, d'aller en savoir plus que ce que je vais vous présenter. Et ensuite, la dernière partie, elle est vraiment sur cette réflexion qu'on veut aussi confronter avec vos avis, sur le fait de mobiliser ces mulets, qu'on dit le mulet noir ou les mulets noirs, parce qu'il y en a plusieurs, en tant qu'indicateur bioculturel, parce que les gens le connaissent et qu'il est peut-être un signe de qualité de l'eau. Mais je mets des peut-être parce qu'il y a plein d'éléments pour lesquels on n'a pas les réponses. Donc là, la présentation, elle va être en 3 parties. Montrer un peu quels ont été les mulets noirs identifiés et leur écologie, pour terminer sur les facteurs responsables de l'évolution des populations du point de vue des gens qu'on a rencontrés. Ensuite, une partie sur l'évolution des pratiques des habitants, pour mettre en avant la place culturelle et sociale, avec des S ou sans S, des mulets noirs aujourd'hui. Et une troisième partie qui consiste en une diapo pour discuter des indicateurs bioculturels. Donc, en gros, qui sont ces mulets et comment sont-ils nommés? On a collecté des noms vernaculaires, des noms en langue, dans les 2, 4, 5, 7 langues des zones où on a travaillé. Donc, ce n'est pas exhaustif de la Nouvelle-Calédonie, ça s'est vraiment concentré sur ces zones-là. On a pu observer qu'on a fait le travail avec des photos, bien souvent, ou alors en travaillant avec le comportement de l'espèce. Parce qu'il n'était pas toujours évident d'avoir un poisson entre les mains. Donc, c'est aussi compliqué parce que tout le monde a des difficultés pour identifier ces espèces-là sur photo. Tout le monde, y compris les experts scientifiques. Donc là, voilà, ces noms-là, on les a confrontés aux gens sur le terrain lors des restitutions pour pouvoir s'assurer que c'était les bons, ceux qu'ils employaient. Il y en a qui sont connus de tous, d'autres qui ne sont pas connus de tous, donc c'est aussi intéressant pour comprendre l'érosion des savoirs. On a essayé d'identifier comment les gens les classaient localement. Classiquement, en sciences, on utilise l'inné, et donc on a des genres, enfin familles, genres, espèces, etc. Et en général, toutes les populations du monde classent les éléments de la nature à leur manière, en fonction de critères spécifiques, tout comme l'a fait l'inné à une époque. Et donc, on
je ne vais pas aller dans le détail, on pourra y revenir après si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément l'objet tout de suite. Mais on voit qu'il y a des grandes familles de mulets, qu'il y a certains mulets noirs qui sont vraiment présents et qui ont des noms dans plusieurs langues, et d'autres qui n'ont des noms que dans une seule langue, là où le mulet a effectivement été présent d'après les gens. Donc on avait des différences entre Yengen et Poneriwen et Thio. Et certains qu'on n'arrivait pas forcément à classer dans une grande famille. C'est pas évident de construire ce classement. Puis juste par rapport à Thio, qui est la commune où justement il n'y a pas ces deux espèces, a priori. On a vraiment investigué de ce côté-là et il n'y a qu'un mot, Darou, et il y a un autre mot, Kucho, qui veut dire, mais qui renvoie des juvéniles de la même espèce, probablement. En revanche, on a croisé aussi ces informations. Il y a eu un dictionnaire qui a été fait dans Karachu dans les années 80, qui était basé sur des sources qui étaient plutôt des années 60-70. Et là, il y a un autre nom pour un mulet noir qui s'appelle Kakoué. Et l'hypothèse, ça peut être que c'est l'autre espèce. Mais on n'en est absolument pas sûr. On a testé ce terme-là auprès des gens de Thio actuellement et on n'a pas eu de réponse très convaincante. Le mot leur disait absolument rien. Pas des personnes qu'on a vues, on n'a pas fait un test exhaustif. Voilà, donc il y a des choses qui restent forcément ouvertes. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça donne plein d'idées, on va essayer d'être quand même concis, mais je partage aussi le fait qu'il y a souvent des noms pour des adultes, pour des juvéniles. Il y a aussi des noms différents liés au récit généalogique. Et donc, notre objectif n'était pas forcément de faire correspondre chaque nom à quelque chose, mais de voir quelle était la diversité dans les différents langages. Et ensuite, on a des questions à la fin. Qu'est-ce qu'on en fait de tout cela? Parce qu'au final, on a, sur Poneriwen, on a eu 6 noms différents. Mais étant donné qu'on n'a pas vu les poissons, on ne peut pas les faire correspondre à un juvénile de quelque chose ou autre chose. Et il y a des récits généalogiques qui portent pas mal de mémoire de ces noms d'espèces. Et donc, quand on a fait la restitution à Poneriwen, il y avait un vieux qui était là, qu'on n'avait pas rencontré, et qui a appris plein de choses à toute l'assistance qui était présente pour la présentation. Donc, on a ajouté ces choses-là dans le rapport. Et donc, on voit bien que tous les savoirs n'ont pas circulé, et donc il y a certains qui ont beaucoup de savoir à ce propos-là, mais ils n'ont pas été partagés forcément. Enfin, c'est un champ ultra passionnant, mais on ne va pas s'étendre trop longtemps. Donc, pour chacune des communes ou des bassins versants ou de certaines rivières, on a mis sur carte les éléments qu'on a collectés. Donc, on a mis sur carte des éléments qui se rapportent à l'écologie du mulet noir. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se reproduit, voilà. C'est tout ce qu'on a pu collecter sur le terrain. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il n'y a pas d'information, ça ne veut pas dire qu'il ne se reproduit pas à tel endroit, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'information sur le fait qu'il se reproduisait à tel endroit. On a mis seulement les informations qu'on a eues sur les sites. On a les informations sur l'hydrologie, les informations sur les pratiques. Est-ce qu'il y a des humaines? Est-ce qu'il y a des zones de pêche, des trous d'eau, de la baignade sur ces rivières concernées par les mulets noirs? Donc là, on a celle de la rivière Neriwen, sur Poneriwen. Ici, on a Tangen et Yengen. La Tangen et la Yengen. On a mis aussi les sources. Ici, la Tipidje et la Tchit. Et ici, il n'y a pas la légende. Thio. Donc voilà, et ça rassemble toutes les données qu'on a retrouvées dans nos entretiens entre 2016 et 2020 et les nouveaux entretiens, les 6 entretiens qu'on a fait dans le sujet plus récemment, ainsi que la restitution. Oui, non, c'est ça. Et ça indique aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est éventuellement, jusqu'où remontent les mulets noirs, les points au-dessus desquels il n'y en a pas. Sur la Poirée, en particulier, il y a un barrage et au-dessus, il n'y en a pas. Il y a un point jaune là sur la Thio. Oui, c'est ça, le numéro 15. C'est la marmite de Coirée. Donc, c'est un gros trou d'eau. Et semble-t-il, au-dessus, il n'y en aurait pas. Mais tout ça, on n'a pas vérifié de façon exhaustive. Et par ailleurs, on n'est pas allé sur Bourindi, mais on a recueilli des discours sur le fait qu'il y a aussi des mulets noirs du côté de Bourindi, sur la Népassia. En tout cas, tous ces éléments, ça montre qu'il y a des savoirs là-dessus. Il y a peut-être des éléments qui peuvent servir
aux gestionnaires ou aux scientifiques qui travaillent sur ces espèces-là. Tout ça a été mis par Marc sous forme de SIG. Donc ces données sont aussi disponibles pour pouvoir aller plus loin et peut-être se dire, bah, tiens, on n'a rien fait de ce côté-là, ça serait pas mal d'aller voir sur telle rivière. Voilà, c'est des propositions. Donc là, on rentre dans, je vais mettre toute la diapo d'un coup, pardon. Les savoirs écologiques, locaux et scientifiques à propos des différentes espèces. Donc c'est pareil, j'utilise le terme espèce, mais c'est un défaut scientifique parce que c'est un mot de la science. C'est pas on n'a pas forcément cette terminologie dans les langues. Et on a essayé de voir là où il y avait des convergences de savoir sur son comportement. J'ai encore laissé ce S. Donc là, on est sur Cestraeus oryrhynchus et Cestraeus plicatillis pour parler scientifique. Denia, Dahu, Taoud, Lewenem, Djemé, Bin, Bi, Diok, Dahu pour mobiliser les langues qu'on a collectées. Donc, il y a vraiment des convergences de savoir sur les comportements, ce qui nous permet finalement d'identifier mieux les espèces, puisqu'on c'est difficile de les identifier sur photo. C'est plus par rapport à leur comportement qu'on peut les identifier. Donc, ils mangent des algues et des poussières au fond de l'eau, donc herbivores et détritivores. Ils se reproduisent dans l'eau salée et saumâtre, espèce catadrome, et ils descendent se reproduire lorsqu'il y a des crues, période d'avril à août. C'est ça qu'on a le plus entendu. Donc, là, on a vraiment une convergence forte de connaissances autour de ces espèces-là sur les différentes zones. Ici, on a un tableau où là, il y a parfois, je me souviens qu'on avait mis des notes lorsqu'on avait fait Atio sur la taille. Voilà, quelle taille atteignent ces espèces-là, ces individus-là, donc on a différents, il y a le guide de la Dava, il y a la classe des poissons d'eau douce, il y a les habitants de Poneriwan, les habitants de Yengen et les habitants de Thio, qui ont formulé des choses différentes par rapport à ces espèces, à ces caractéristiques-là. On a regardé aussi sur Fishbase. Donc on prend pas, nous on a essayé de faire une synthèse. Après, il y a besoin de s'en servir et de pouvoir aller faire de la reconnaissance un petit peu plus approfondie ou questionner les gens si ça devenait quelque chose qui est utilisé pour le suivi, ça sera intéressant de se caler sur les points clés à maintenir pour la reconnaissance des espèces si elles sont sensibles à tel ou tel élément de la qualité d'eau. Donc, sur les lieux de vie, on a, ah oui, les couleurs correspondent aux communes sur lesquelles on a travaillé. Donc, c'est Poneriwan, Thio, Poneriwan en vert, Yengen en orange, oui, c'est ça, et bleu pour Thio. Et quand c'est jaune, c'est Calédonie, c'est indifférencié. On retrouve ça sur. T'as du jaune? Là, c'est un peu jaune en haut à gauche, mais non, après les couleurs, c'est jaune sur le papier. Ah oui, ok. Si, je te jure, c'est jaune. Bon, comme j'ai des lunettes de soleil. Et donc voilà, donc là, ça permet un peu d'identifier quels sont les lieux de vie qui ont été observés pour telle et telle espèce dans telle ou telle commune, et donc en fonction de tel ou tel environnement, telle rivière, tel bassin versant. Et on a mis là les remarques sur l'évolution des populations, où, par exemple, Djemé, lui, il n'a pas été vu depuis 40-50 ans dans la Neriwan, la Chamba et la Moa, alors qu'il était. Les vieux s'en souviennent. Donc, voilà, c'est une observation. Le Dahu, c'est uniquement un constat de diminution, mais ça, on l'a beaucoup entendu, le fait que les espèces, les populations avaient diminué. Mais à Thio, on a eu aussi deux moments, parce que quand on avait fait les enquêtes en 2016-2017, où il y avait des témoignages d'espèces qui avaient disparu, et qui finalement, deux années après, étaient revenues. Donc, faut le prendre aussi à la mesure du moment où on collecte l'information. Donc là, c'est depuis 40-50 ans, mais il y a d'autres où ça peut disparaître de ce qu'on a recueilli sur le terrain, ça peut disparaître pendant quelques années et revenir. Avec certaines histoires sur des zones où ils s'abriteraient ou des couloirs qui permettraient d'aller dans d'autres, des couloirs sous-marins, enfin sous-terrains aquatiques,
qui conduirait à retrouver des mulets à un autre endroit que là où ils avaient l'habitude de les voir. Comment? Ils vont dans la mer, ils se réfugient pas dans Oui. la mer aussi, ils sont adaptables à la mer. Ben, ils y vont, mais pour une période, c'est lié à la reproduction. Ouais. Donc, à ma connaissance, ils ne peuvent pas rester dans la mer. Je regardais. Mais ils peuvent passer d'une rivière à l'autre par la mer, non, quand elle est crue. On ne sait pas. Ouais. Catherine, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, et c'était pour savoir, est-ce qu'au niveau des lieux de vie, reproduction et tout, est-ce que vous avez pu faire aussi une différence au moment de, est-ce que c'est la période d'assec ou quand il y a plein d'eau, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties à ce niveau-là pour voir si le mulet noir peut être un indicateur en cas de, enfin, voilà, de sécheresse ou pas pour les habitats? Alors, de mémoire, là, parce que du coup, le rapport, il a quelques mois maintenant, mais je pense que ce qui ressortait le plus, c'est plutôt si c'était turbide ou pas turbide, qui conduisait à ce que les mulets noirs ne soient plus là. Après, les mulets, certains en particulier apprécient les trous d'eau profonds. Donc, en tout cas, le fait, enfin, c'est sûr que s'il n'y a plus d'eau là, c'est un peu ça. Je ne me souviens pas qu'il y ait vraiment un lien identifié par les gens entre un niveau d'eau qui conduirait à ce que les poissons s'en aillent. Okay. Et je crois que plus du côté des experts scientifiques, il y a eu Séverine veut compléter. Oui, et il me semble qu'à Poney-Réouin, c'était un peu les remarques qui étaient faites, c'est qu'ils avaient vraiment une préférence pour les trous d'eau plutôt profonds et dans lesquels ils peuvent bien aussi aller se cacher. Donc ça laisse penser qu'il faut quand même une certaine profondeur d'eau et plutôt du coup aussi peut-être un peu plus il y a de l'eau et plus potentiellement elle va être plus profonde et du coup un peu peut-être de fraîcheur. Mais ça, c'est les biologistes aussi qui compléteront. Mais moi, dans mon souvenir, c'était aussi ça. Maë aussi, peut-être, elle se souvient bien des remarques qui ont été faites de ce point de vue-là. Mais vraiment, c'est la profondeur des trous d'eau, c'est ce qui faisait le plus consensus sur les observations locales. Ok, merci beaucoup. Et quand les eaux circulent à l'intérieur des rochers en profondeur, est-ce qu'ils arrivent à vivre dessous? Est-ce qu'on sait s'ils arrivent à vivre En tout cas, de ce qu'on un peu souterrain? ils ne peuvent pas rester là tout le temps. Ils doivent se déplacer à des périodes de leur vie. Ouais. Mais voilà. Vivre en silence sèche, a priori, survivre lorsque l'eau n'apparaît pas à la surface, elle est sous les rochers. Des entretiens qu'on a menés, étant donné que les gens ont constaté que parfois ils se cachaient pour revenir, et donc ils n'étaient pas à surface, on pourrait dire que oui, mais il n'y a pas, il y a pas de certitude, ils font du côté d'aucun côté en fait. Ça serait une réponse. Oui. Au retour des Oui. mulets sur les endroits où il va revenir la mer. Les blancs pour amener. Donc là, voilà, c'était une diapo un peu de synthèse aussi sur les morphologies qu'on a présentées lors des restitutions dans les 3 communes qui permettaient aussi de discuter sur la forme, etc. Et après, clairement, comme la plupart des pêcheurs d'ailleurs, l'identification que les gens sont plus capables de faire une identification en parlant du comportement des poissons plutôt qu'avec des détails de l'espèce elle-même. Donc ça, si on le pense quelque chose en termes d'indicateurs, ça ne suffit pas de partager des photos. Il faut vraiment avoir un descriptif le plus clair possible du comportement de l'espèce pour l'identifier. Même s'ils sont utiles aussi. Donc voilà, et là, une dernière diapo autour de cette identification de l'écologie et l'écologie des mulets noirs. De mulets noirs. Donc on a en haut voilà, le contexte calédonien avec une frise assez simple et de 46 à nos jours avec des points un peu clés en violet
voilà, on a tout ce qui touche à la pêche, l'utilisation de la dynamique dans les 3 zones qui auraient conduit à atteindre une diminution, voire une disparition de certaines espèces, pas seulement les mulets noirs. Là, on était concentré sur le mulet noir, mais dans le rapport, vous aurez aussi des éléments sur les anguilles, sur les espèces associées. L'utilisation d'une plus grande diversité d'engins de pêche aussi, qui a eu une pression de pêche plus importante dans les rivières. En 70, on nous a parlé de l'introduction des tilapias, qui a eu des conséquences sur les mulets noirs et sur leur alimentation, enfin sur la nourriture disponible. Le cyclone Allison a été particulièrement marquant. Ça, on l'avait déjà collecté dans le précédent projet à Thio. C'est vraiment celui qui a déclenché la pollution. Si je reprends les termes des gens, le cyclone Allison a fait descendre en fait tous les déchets qui étaient en haut tous les déchets de mines qui étaient en haut depuis l'époque où il y avait de l'exploitation minière. Et c'est à partir de ce moment-là que les rivières ont été particulièrement engravées, hyper sédimentées, et que le terme pollution est arrivé dans le langage courant et a eu des conséquences du coup sur toute la faune aquatique. Et bien sûr, l'arrivée des congélateurs, donc là on parle des mulets noirs, mais c'est pour toutes les espèces, les roussettes, les poissons et autres. C'est un mode de consommation différent quand on a des congélateurs et du coup des captures plus importantes bien souvent, puisqu'on peut le conserver longtemps. Ensuite, là on a Thio, Yengen, Poneriwan, en respectant le code couleur. Donc sur Thio est particulièrement ressorti l'exploitation minière massivement développée et la pollution des cours d'eau à partir des années 60. Sur Yengen, on est ressorti, alors c'est pas encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on le met l'info ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été ça veut dire qu'elle n'a pas été partagée ailleurs si je ne la mets pas à Thio, mais le fait qu'il y ait une perte de 200 heures de savoir associée au mulet noir, on l'a vraiment beaucoup eu à Yengen et moins sur les autres communes. Donc on l'a mis là où c'était vraiment marquant pour les gens. Donc en bleu, c'est tout ce qui est route, que les gens ont vu une corrélation entre des chantiers et la disparition ou la diminution des populations de mulets noirs. On a en noir là aussi, donc pollution des cours d'eau à Thio, l'usine de Niaouli qui rejetait certains déchets toxiques sur Yengen, et les chantiers des travaux de la route de Tiwaka ont aussi été discutés sur Poneriwan, Poindimier, comme ayant impacté la population de mulets noirs. Et donc, ce que je mettais en avant sur l'introduction des tilapias en 70, on en a beaucoup entendu parler sur Yengen, mais sur Thio aussi, il me semble. La prolifération d'une algue avec l'arrivée de cette espèce-là et la disparition d'une algue verte qui était particulièrement mangée par les mulets, algue verte qu'on n'a pas réussi à identifier. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc, voilà, après, l'arrivée de l'électricité à la Tchamba en 95, c'est aussi lié à l'arrivée des congélateurs et tout le développement qu'il peut y avoir par après. Voilà, ça c'est un peu une espèce de synthèse des facteurs identifiés par les gens comme impactant les populations de mulets noirs et puis qui nous permettent aussi d'avoir quelques arguments comme quoi ces espèces-là seraient sensibles, mais d'autres le sont aussi, à différents types de pollution. Juste c'est un point un peu presque de méthode, mais on voit le cyclone Allison dont parlait Catherine en 75, qui est un événement pivot vraiment qui ressort dans les conversations de manière très, très systématique. Mais en même temps, par exemple, pour Thio, les gens parlent aussi de la pollution des cours d'eau. Il y a eu des revendications, les pieds mouillés, etc., parce que justement, la pollution minière est devenue extrêmement massive dans les années 60. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est une difficulté de l'histoire orale aussi, c'est que le cyclone Allison, ça devient une espèce d'événement un peu synthétique de choses qui se sont éventuellement passées avant aussi. C'est à la fois un révélateur, ça a été aussi évidemment un amplificateur, parce que la puissance du cyclone a entraîné aussi justement ce déversement de déchets vers le bas, en quelque sorte. Mais en même temps, dans les mémoires, il est recomposé comme étant le moment pivot du passage d'une époque à une autre époque, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que tout s'est passé en 75, mais ça veut dire que dans les mémoires, ça devient le moment où il y a un basculement, en fait. Et en histoire orale, on a souvent ça, des événements qui sont reconstruits partiellement comme des événements pivots de basculement d'une époque à une autre.
mais qui eux-mêmes synthétisent des choses qui éventuellement se sont passées pour partie avant aussi, en fait. Et le cyclone Allison, c'est typiquement la mine plus le cyclone, par exemple, pour Thio, en tout cas dans les zones minières. C'est vrai qu'à Thio, il y a eu Jeanne et Marie, là, enfin, le cric qui s'est tombé, enfin, je pense qu'il y a eu des glissements qui, à cette époque-là, effectivement déclenchés par le cyclone. Oui, il y en a eu, ça c'est clair. C'est clair. TPNG, il y avait une activité dans TPNG. La mine de Poadac, Mais elle est sur l'autre côté. c'est de l'autre En fait, elle n'est côté. pas sur Yengen, mais C'est ça, elle ne donne pas dans la TPNG. non, je crois pas. Mais elle est au-dessus. Alors, je sais pas exactement les. Ça, je n'ai pas été sur la zone là, donc je ne me rappelle plus exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est plutôt de l'autre côté. Alors, je ne sais pas exactement l'impact qu'elle pouvait avoir sur la TPNG. Après, c'est des éléments, il faut qu'on regarde ce qu'on a écrit dans le rapport, mais c'est des éléments qui ont été identifiés par les gens comme ayant eu un impact sur la rivière, sur le Muet. Et donc, même si ce n'est pas celle sur laquelle on travaillait le plus, ça a été ressorti comme étant une des raisons aussi. Est-ce qu'il y avait, je ne me souviens plus du coup du contenu, peut-être qu'il va regarder. Moi. Oui. Si la route tout accès passait par le test. Oui, voilà, oui. Oui. Ça peut être ça, oui, tout à fait. Oui. Merci pour nous. J'espère qu'on avait déjà eu cette juste, je veux dire que la mine Poinda, elle est bien dans le bassin versant de la Tipinjé. Okay. On y accède par Vaux, mais elle est dans le bassin versant de la Tipinjé. Okay. Merci Olivier. Voilà, et du coup, là, on m'avait juste rajouté le fait que dans les années 70, le Djemé aurait disparu de la zone de Poneriwan-Pointe-Vine. Donc après, dans le rapport, vous avez pas mal d'éléments, mais là, on a quelques diapos sur l'évolution des pratiques des habitants en termes d'alimentation et de pêche par rapport aux mulets noirs. Donc, la manière avec laquelle ils sont cuisinés, au four canac, avec telle feuille, c'est un poisson qui est particulièrement gras au moment de sa reproduction, et comme toutes les espèces qui ont un moment où elles sont grasses, c'est souvent ce moment-là où les gens apprécient de les manger. C'est des il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ok. C'est des éléments qui sont intéressants à avoir en tête quand on pense gestion ou suivi. Et les œufs sont consommés également. Donc là, on a deux extraits d'entretien. Un d'un homme de la Chamba. Ah, c'est bon comme poisson, c'est un bon goût. Il est différent du mulet d'aujourd'hui. Le mulet blanc, il a un goût différent. Il est meilleur, le djemé. Enfin, pas meilleur, mais il a un goût différent. Mais voilà, je préfère le djemé, c'est dommage. Et un homme de Yengen, là, c'est là où quand il fleurit, c'est tout blanc les fleurs. Et là, on va dire que c'est le moment où les mulets, ils sont gras. Comme c'est blanc, on dit c'est graisse de mulet. Ça, c'est typiquement, on observe une floraison. On l'a pour le mulet noir, mais on l'a dans pas mal d'autres. On appelle ça des indicateurs écologiques dans notre jargon. On observe des éléments qui concernent les plantes ou qui concernent l'environnement, et donc on connaît à quoi c'est lié sous l'eau. Donc on a les baleines, et la plantation de l'igname. On a donc aussi un certain nombre de floraisons qui vont indiquer que c'est la saison où telles espèces sont particulièrement bonnes à manger. Et donc c'est pour vous partager aussi le fait que les gens qui ont des interactions très régulières avec leur environnement par leurs pratiques agricoles, de pêche, etc., ben, en général, ils ont une connaissance assez fine de la succession des saisons et de ce qui permet de comprendre des éléments qu'on observe à un endroit qui permettent de comprendre ce qui se passe à un autre, y compris si c'est sous l'eau. Donc c'est vraiment ça, ce sont aussi des arguments qui servent pour s'appuyer sur les savoirs et la mémoire des gens pour mobiliser les mulets noirs comme des indicateurs de suivi, parce que les gens ont fait ces observations-là. Mais d'autres espèces aussi. Les pratiques alimentaires et les pratiques de pêche, donc elles ont évolué depuis les générations précédentes. On a des pratiques, donc c'est pareil, c'est toujours le même code couleur. Je vais partir des pratiques actuelles. Aujourd'hui, la consommation et la conservation, c'est principalement de la congélation si ce n'est pas mangé frais. Et ils sont auto-consommés et un peu commercialisés. Et quand c'est auto-consommé, ça rentre aussi tout ce qui est consommation pour les coutumes.
lors d'événements particuliers. Et alors qu'avant, c'était autoconsommé et échangé, et c'était fumé et salé, ce qu'on fait très peu aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre d'espèces qui sont fumées en Calédonie, très peu salées, parce que ça donne quand même un goût particulier, mais c'est quelque chose qui a été, qui a énormément diminué partout en Calédonie. Aujourd'hui, les mulets noirs sont pêchés à la sagaille, à l'épervier, au fusil sous-marin ou à la Seine, même s'il y a des interdictions dans certaines zones, notamment en province nord. Et à Thio, il y a une pêche aussi avec des nasses. Auparavant, il y avait le djemé qui était pêché à la ligne avec des algues au bout de la ligne, et les autres qui étaient pêchés à la sagaille. Et Yangan, il y avait aussi les plantes ichthyotoxiques, des plantes qu'on écrase pour pouvoir endormir le poisson afin de pouvoir le capturer. Et côté normes, on va pas trop dans le détail là, mais il y avait auparavant pas mal de normes autour d'autorisation de pêcher à certains endroits, à certaines périodes. Il y a des trous d'eau dont les normes d'accès, les règles d'accès étaient très carrées. Tel groupe peut y avoir accès, pas tel autre à tel moment. Et aujourd'hui, on a pu constater, et on le constate globalement en Calédonie, qu'il y a eu des transformations assez fortes des règles foncières et coutumières, et des inquiétudes sur la capacité à faire respecter des règles qui étaient avant mieux respectées. C'est ce qui est partagé, c'est vraiment une synthèse très très rapide que je fais, mais c'est quelque chose qui est vraiment à avoir en tête. On n'est plus dans un système aujourd'hui comme il y a 200 ans, et il faut le prendre en compte quand on pense la gestion. On ne reviendra pas à quelque chose comme avant. À propos de là, on a mis juste 3 éléments particulièrement partagés qui montrent l'importance coutumière du mulet noir et qui, à notre sens, ont fait que les gens ont si bien suivi ces espèces-là dans les précédentes années. Donc on a le terme de vrai. Si on utilise le terme en langue, on le voit pour les tortues, on le voit pour certaines ignames. Dans les langues, si on décompose le nom qui est donné à cet animal ou à cette espèce-là, on va avoir les ignames normales et les vrais ignames. Les tortues classiques et la vraie tortue, la tortue verte, qui va accompagner la coutume. Et donc, on a la même chose pour le dounouk, qui, comme la loche noire, qui est la vraie loche, celle qui est à grande valeur, est mobilisée dans les coutumes. Donc ça, on le retrouve dans le langage que les gens emploient pour nommer les espèces assez fréquemment dans beaucoup de langues de Nouvelle-Calédonie. On a des éléments partagés fréquents, c'est les cailloux. Les cailloux, les gros rochers, ils sont souvent très liés ils ont une grande valeur culturelle, coutumière, et les mulets noirs, ils vont sous les cailloux. Donc les grands trous d'eau, en fait, c'est souvent ceux qui sont avec, comme disent les gens, la roche-mère, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le caillou qui est bordé. C'est pas qu'il y a peu de petits cailloux, il y a peu de zones de sable, on va dire. Et donc ces zones-là sont fortement porteuses de sens et très liées à la coutume. Donc on a ici au niveau de Kouaré, sur Sio, le Pédarou, qui littéralement veut dire pierre mulet noir, qui est reconnaissable car il a la même forme que ce poisson. Mais celui-ci a été perdu, le caillou a été perdu ou volé, pardon, et ça a entraîné des perturbations dans le milieu. Et on a aussi un élément assez clé qu'on avait déjà eu lors du précédent projet, qu'on a essayé de creuser un petit peu pendant le projet. Là, c'est les passages souterrains. Les gens, lorsqu'on a fait des entretiens à Thio en 2016-2017, là, ils parlaient de passages souterrains, qu'au fond de certains trous d'eau, il y aurait des cavités qui permettent aux mulets de passer dans un autre cours d'eau ou de se mettre à l'abri. Donc ça, on l'a entendu soit avec des descriptions physiques, soit on l'a entendu sur Poneriwen aussi, qu'il arrivait que les mulets, par magie, se déplacent d'un endroit vers un autre. Donc sans identifier exactement où est l'entrée, où est la sortie, parfois plusieurs discours différents, mais en tout cas, on a vraiment entendu sur les différents terrains l'existence de déplacements qui ne se faisaient pas par les rivières apparentes, en fait. Voilà, donc avec les petits témoignages sur le côté. Je passe à la deuxième
Non, là, je viens de la faire, la deuxième partie. Voilà, là, c'était juste pour remettre un petit point, remettre en avant que la place culturelle et sociale des milieux noirs aujourd'hui, elle était toujours réelle. On le pêche moins, il y en a moins, mais les gens le connaissent toujours bien et il y a une attention à pouvoir le manger de temps en temps et il y a toujours une observation dans ces dernières années de comment il s'est comporté. Donc ce point-là, il nous invite à avoir en tête que si on réfléchit à des indicateurs de suivi des cours d'eau, que ce soit les mulets noirs ou d'autres, c'est important de prendre, à notre sens, des espèces qui ont une valeur culturelle forte parce que les gens les connaissent et qu'elles comptent pour eux. Et donc, j'en arrive à la dernière diapo, qu'on a intitulée Vers des indicateurs bioculturels. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'indicateurs bioculturels? Parce que ce seraient des indicateurs, j'en ai parlé un petit peu au long du projet, mais ce seraient des indicateurs qui facilitent le dialogue entre les populations locales, les scientifiques et les services techniques, parce qu'on peut parler d'une même chose ensemble. On ne parle pas forcément d'une mesure avec des chiffres et une unité que seuls certains comprennent, et on ne parle pas non plus de quelque chose qui est que compris par exemple, des coutumiers. Donc, quelque chose qui facilite le dialogue. Et comment est-ce qu'on construit des indicateurs comme ceux-ci qui peuvent être pertinents localement? C'est ce que j'ai répété plusieurs fois pendant la présentation, en mobilisant des savoirs locaux aux côtés de savoirs scientifiques sur les espèces et la santé des cours d'eau. Et on n'a pas toutes ces informations-là aujourd'hui. On a synthétisé tout ce qu'on a pu avoir à disposition, et grâce au temps que vous avez passé aussi les uns et les autres avec nous, donc merci pour ça. Ce qu'on recense ici, c'est les savoirs qui nous semblent utilisables pour l'indication. On va avoir des espèces qui sont sensibles au changement de la rivière, qui sont perçues en fait comme menacées, donc on a de l'intérêt à les suivre. On a des savoirs sur le rôle des mulets noirs pour la santé de la rivière. Vous pourrez avoir du détail dans le rapport, mais dans les termes que les gens ont employés, ils disent qu'il voilà, va garder l'écosystème, il va réduire la pollution, il a la capacité de nettoyer la rivière. On l'a aussi pour des crevettes de crique, on l'a pour les anguilles, on l'a pour certaines... Enfin, il y a plusieurs espèces qui vont avoir un rôle particulier par rapport aux autres espèces autour. Voilà, un vieux d'amour là, en 2022 qui disait quand on voit l'eau potable, on dit eau potable, oui, mais c'est qui nettoie l'eau? C'est les habitants de l'eau. Les habitants de l'eau, ce sont les poissons, ce sont d'autres espèces, la faune aquatique. Donc, voilà, ces espèces sont sensibles au changement de la rivière. Ils sont perçus comme menacés, d'après ce que certains nous ont partagé. Il y a pas mal de savoir sur les différents types de rôles que les mulets noirs peuvent avoir. Il y a à la fois réduire la pollution, mais il y a aussi la fuir. Et on voit que parfois, il s'échappe pour ne pas trop la subir. Il y a aussi, associé à ces mulets noirs, des savoirs sur l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'en fait, on a des connaissances sur les signes qui informent sur le cycle de reproduction des mulets noirs. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la floraison qui informe que les poissons vont être gras. Mais il y en a plein d'autres de signes que les gens ont l'habitude de suivre. Et on a des connaissances sur l'habitat et les espèces qui sont associées aux mulets noirs, la carpe, la loche, le lochon, les anguilles, les crevettes, comme je le disais tout à l'heure. Donc en fait, en passant par un animal, une espèce, on peut aussi aller travailler sur quelque chose de plus large qui puisse permettre d'avoir une connaissance du milieu quand on n'y fait pas non plus, par exemple, des suivis physiques. Et voilà. Et le quatrième point, l'évolution des populations de mulets noirs, elle est connue grâce à son importance coutumière et aux pratiques de pêche qui sont encore un petit peu là. Donc c'est important au final d'avoir pour un indicateur, et je l'ai répété plusieurs fois, des espèces qui sont connues parce que les gens y accordent de l'importance et aussi parce que les gens les pêchent. Alors des fois ça peut être contradictoire pour des suivis, mais le fait que les gens les pêchent permet d'avoir un regard régulier sur leur évolution. Et sur toutes ces connaissances qu'on a collectées là en vert, on met un point d'attention aussi de vigilance sur le partage de ces savoirs-là. Tous les habitants des zones où on a travaillé n'ont pas ces savoirs-là. Il y a une partie de la population qui les a. Vous verrez qu'il y a des jeunes aussi qui ont témoigné et qui sont dans le rapport. On a beaucoup des vieux.
Mais donc, du coup, il y a aussi, si une espèce telle que les mulets noirs, des espèces telles que les morts étaient suivies comme indicateurs, il y a vraiment aussi un enjeu à entretenir les savoirs et les observations que mènent les gens, parce que sinon, ben, ça tomberait à l'eau assez vite, vu qu'on est à un moment un peu charnière. Et donc, pour terminer la présentation, on a juste mis quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez commenter là, pour les personnes qui sont en ligne ou dans la salle par rapport à tout ce que j'ai raconté, en parlant peut-être un petit peu vite, je m'en excuse. Et puis sinon, après, on peut passer aux petites questions qu'on a mis ici, qui sont très liées à la présentation. Je peux les lire rapidement s'il n'y a pas de questions brûlantes. Parmi la question sur les savoirs, on voulait savoir un peu ce que ça vous inspire, c'est les catégorisations locales des mulets noirs. Ça invite à aller chercher d'autres espèces potentiellement qui sont appelées mulets noirs, mais qu'on n'a pas recensées pour le moment, côté scientifique. L'intérêt de croiser des identifications locales scientifiques des espèces. On pense aussi qu'il y a un intérêt peut-être à creuser les dynamiques démographiques et les disparitions localisées des différentes espèces, parce qu'on a voilà, le Cestralus goldiei qui aurait disparu complètement. Je sais pas, ça se trouve, il existe sur certaines rivières, mais on ne le sait pas. Voilà. En tout cas, ces espèces-là sont très peu connues et en règle générale, les eaux douces en Calédonie et les habitants des eaux douces, pour reprendre les termes des gens, l'évolution des populations sont relativement peu connues. Et ensuite, un autre pan de réflexion, c'est plutôt l'usage des mulets noirs comme indicateur. Est-ce que le mulet noir pourrait être un bon choix d'indicateur bioculturel selon vous? Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui pourraient être mobilisées dans les suivis, peut-être plus pertinentes ou pas, ou plusieurs en même temps? Et troisième question qui s'ouvre à nous aussi, c'est comment mobiliser ce type d'indicateur dans des politiques publiques? La guide du suivi qui est en cours, mais forcément, ça interroge pour aller peut-être plus loin. Est-ce qu'il y a des savoirs scientifiques aussi à aller acquérir pour pouvoir aller plus loin? Voilà. Je vous laisse, si les collègues, vous avez des choses à commenter, à compléter, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà, j'ai terminé mon discours. Un petit commentaire de Maëlle sur la question de l'introduction. Je sais pas si ça vous Oui, tu Elle est déconnectée. Hein. Comment? Oui, mais en fait, elle travaillait à 8h du matin en France, donc elle était là que de 7 à 8. Non, elle a répondu il y a eu une question tout à l'heure sur les questions de reproduction, de crues, de niveau de l'eau, etc. Et elle nous dit, pour répondre à la question sur la reproduction, les habitants de Poney-Réouin nous ont dit que les mulets noirs se reproduisaient et descendaient pendant les crues, car c'est plus facile pour eux de descendre lorsque le niveau de l'eau est haut. Et lorsque nous en avons parlé à Christine Polabauer, ça a été contredit, car pour elle, les mulets noirs ne se reproduisent pas lorsqu'il y a des crues, car le milieu devient un milieu dans lequel l'eau est trouble et le courant trop fort. Donc voilà, c'est typiquement un cas où on a une discordance entre les savoirs locaux, enfin les discours qu'on a recueillis et les savoirs scientifiques, les savoirs d'experts.